C'est l'un des chapitres les plus silencieux et pourtant les plus assourdissants de notre histoire commune. Imaginez remonter le temps, non pas de quelques siècles, ni même de quelques millénaires, mais de 300 000 ans. Oubliez les pyramides, oubliez les peintures rupestres de Lascaux, oubliez même la maîtrise du feu telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous plongeons dans une époque où la Terre était un royaume sauvage, brutal et indifférent à notre existence. C'est ici, sur ce continent africain vaste et changeant, que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Une étincelle, un réveil, le tout premier battement de cœur de l'humanité moderne. Si vous utilisez ces vidéos pour vous endormir ou vous évader, c'est exactement le but. Alors, abonnez-vous maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? Quelqu'un de Paris m'a dit qu'il était 3 heures du matin, et un autre de Montréal regardait pendant sa pause déjeuner. C'est fascinant de voir à quel point notre tribu moderne est dispersée. De plus, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être les premiers à voyager dans le temps avec nous. Imaginez ceci. Vous ouvrez les yeux. Il fait encore nuit noire. Cette obscurité absolue qui n'existe plus dans notre monde moderne, saturée de lumière électrique. L'air est frais, presque mordant, et il porte une odeur complexe, de cendres froides, de terre humide et de peau d'animaux séchés. Vous êtes allongé sur le sol dur et irrégulier d'une grotte calcaire. Vous n'êtes pas seul. Autour de vous, entassés pour conserver la chaleur, se trouvent une vingtaine d'autres corps. Vous entendez leur respiration rythmée, le ronflement doux d'un aîné, le soupir d'un enfant dans son sommeil. Mais ce matin est différent. Vous ressentez une tension dans l'air, une vibration invisible. Vous vous levez doucement, vos pieds nus connaissant par cœur chaque fissure de la pierre, et vous vous dirigez vers l'entrée de l'abri. Devant vous s'étend le monde. Mais ce n'est pas le monde que vous connaissez. Vous êtes à Jebel Irhoud, dans ce qui est aujourd'hui le Maroc. Mais oubliez les déserts arides et les dunes de sable doré que vous voyez sur les cartes postales. Il y a 300 000 ans, le Sahara n'était pas une barrière de mort, c'était une route de vie. Vous contemplez une savane verte et luxuriante, parsemée de grands lacs qui scintillent sous la lumière de la lune déclinante. Des rivières puissantes serpentent à travers des vallées où paissent des troupeaux de gazelles, si nombreux qu'ils ressemblent à une rivière vivante en mouvement. C'est un paradis, n'est-ce pas? C'est ce que l'on pourrait croire. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas le jardin d'Éden. C'est un champ de bataille. Vous frissonnez, non pas seulement à cause du froid de l'aube, mais à cause de ce que le silence représente. Dans ce monde, le silence n'est pas la paix. Le silence est une menace. Cela signifie que les prédateurs sont à l'affût. Vous scannez l'horizon avec des yeux qui sont anatomiquement identiques aux miens, aux vôtres. Si vous vous regardiez dans le reflet d'une flaque d'eau, vous verriez un visage remarquablement moderne. Contrairement à vos ancêtres lointains, ces êtres robustes, au front bas et à la mâchoire proéminente, votre visage est plat, rentré sous un front haut et bombé. Votre menton est défini. Vous êtes, à toutes fins utiles, l'un des premiers Homo sapiens. Vous êtes nous, mais vous êtes une version de nous qui n'a pas encore conquis la planète. Vous êtes une version de nous qui est encore, à bien des égards, une proie. Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifie vraiment d'être le premier? Ce n'est pas comme si un jour, un singe s'était couché et qu'un humain s'était réveillé le lendemain. L'évolution ne fonctionne pas par saut magique, mais par des gradients imperceptibles, comme l'aube qui transforme la nuit en jour. Pourtant, il y a un moment, un seuil invisible, où la biologie bascule. Vous possédez quelque chose que les autres créatures de cette savane n'ont pas. Ce n'est pas la force. Un lion peut vous briser la colonne vertébrale d'un seul coup de patte. Ce n'est pas la vitesse. Un guépard peut courir 3 fois plus vite que vous. Ce n'est pas non plus une armure naturelle. Votre peau est douce, fine, sans fourrure, terriblement vulnérable aux griffes, aux épines et au soleil brûlant. Alors, comment êtes-vous encore en vie? Comment votre lignée n'a-t-elle pas été éteinte dès le départ?
La réponse réside dans cette boîte crânienne massive que vous portez sur vos épaules. Vous possédez une arme plus tranchante que n'importe quelle griffe et plus dure que n'importe quelle corne. Vous possédez la capacité de voir ce qui n'est pas là. Vous pouvez regarder une pierre brute et visualiser l'outil tranchant caché à l'intérieur. Vous pouvez regarder les traces dans la boue et visualiser l'animal qui les a laissées il y a 2 heures et prédire où il sera dans 2 heures de plus. Vous vivez dans le présent, mais votre esprit voyage constamment entre le passé et le futur. C'est cette capacité de projection, cette imagination tactique, qui est votre super pouvoir. Le soleil commence à percer l'horizon, peignant le ciel de teintes violacées et orange. La chaleur va bientôt monter, transformant cette plaine agréable en une fournaise. Votre corps, long et élancé, est une merveille d'ingénierie biologique conçue pour dissiper cette chaleur. Vous êtes une machine à transpirer. C'est dégoûtant? Non, c'est révolutionnaire. Cela signifie que vous pouvez être actif à midi, quand le soleil est à son zénith, un moment où les lions et les hyènes doivent dormir pour ne pas mourir de chaud. C'est votre créneau. C'est votre moment. Pendant que les monstres dorment, vous, l'humain vulnérable, vous devenez le maître du terrain. Mais pour l'instant, c'est le matin, et votre estomac se noue. La faim est votre compagnon constant, une ombre qui ne vous quitte jamais. Il n'y a pas de garde-manger, pas de réserve garantie. Chaque calorie que vous consommerez aujourd'hui devra être gagnée, volée ou trouvée. Vous regardez les membres de votre groupe se réveiller. Il y a des échanges de regards, des gestes subtils, des sons gutturaux qui sont les prémices d'un langage complexe. Vous ne communiquez pas seulement des alertes immédiates, comme « Attention, serpent » ou « Viens ici ». Vous partagez des intentions. Vous coordonnez. Regardez ce groupe. Ils sont votre seule assurance-vie. Un humain seul dans cette savane est un humain mort. C'est une vérité mathématique brutale. Sans griffes, sans crocs, votre survie dépend entièrement de votre capacité à coopérer, à agir comme un seul organisme composé de plusieurs corps. Vous voyez une mère bercer son enfant, lui chuchotant doucement pour le calmer. Cet enfant est incroyablement vulnérable. Contrairement à un poulain qui peut courir quelques heures après sa naissance, un bébé humain est impuissant pendant des années. Cela semble être un défaut de conception majeur, n'est-ce pas? Pourquoi la nature permettrait-elle une telle fragilité? C'est le prix à payer pour votre gros cerveau. Pour que votre tête puisse passer par le bassin de la mer, vous devez naître prématurément par rapport aux autres mammifères. Vous devez finir votre croissance à l'extérieur, dans les bras de la tribu. Cela forge des liens sociaux indestructibles. L'amour, l'empathie, la protection, ce ne sont pas juste des émotions poétiques, ce sont des stratégies de survie hardcore forgées dans le feu de l'évolution. Vous prenez une lance appuyée contre la paroi de la grotte. Ce n'est pas juste un bâton pointu. C'est un chef-d'œuvre technologique. La pointe en pierre a été taillée avec précision, un processus qui demande de la planification et de la dextérité. Elle a été fixée au bois avec de la résine chauffée et des tendons d'animaux. En tenant cette arme, vous prolongez votre portée mortelle de 2 mètres. Vous transformez votre bras faible en un levier mortel. C'est le premier pas vers la domination planétaire. Vous ne vous adaptez plus seulement à l'environnement, vous commencez à adapter l'environnement à vos besoins. En sortant de la grotte avec vos compagnons de chasse, vous sentez le poids de la responsabilité. Si vous échouez aujourd'hui, la tribu ne mange pas. Les enfants pleurent. Les aînés s'affaiblissent. La pression est immense, mais elle vous rend lucide. Le monde est vaste, beau et terrifiant. Il y a des lions des cavernes plus grands que ceux d'aujourd'hui, des hyènes aux mâchoires capables de broyer un fémur humain comme une brindille, et peut-être même d'autres types d'humains, des cousins lointains avec qui vous êtes en compétition. Mais vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous avez le feu de l'innovation qui brûle derrière vos yeux. Vous marchez dans les hautes herbes, le vent caressant votre peau nue. Vous êtes le premier astronaute sur une planète hostile, sauf que cette planète est la vôtre. Chaque bruissement dans les buissons est une question de vie ou de mort. Chaque ombre
peut cacher un trésor ou une tragédie. C'est l'aube de l'humanité, et le soleil se lève sur une journée qui durera 300 000 ans. Vous ne le savez pas encore, mais les choix que vous ferez aujourd'hui, les outils que vous fabriquerez, les mots que vous prononcerez, tout cela résonnera à travers les âges, jusqu'à nous. Vous êtes le début de l'histoire, et l'histoire ne fait que commencer. Regardez vos mains, tournez-les, observez les lignes de vos paumes, la flexibilité de vos doigts, la façon dont votre pouce peut toucher chacun de vos autres doigts, avec une précision chirurgicale. Ce que vous voyez n'est pas simplement de la chair et des os, et c'est le résultat de millions d'années de recherche et développement brutaux. Un prototype biologique qui a survécu à l'impitoyable sélection naturelle. Dans la première partie, nous avons vu Kael s'éveiller dans un monde hostile. Mais pour survivre à cette journée, il ne suffit pas d'être éveillé. Il faut être équipé. Et l'équipement le plus sophistiqué que Kael possède, c'est son propre corps. Imaginez ceci. Vous êtes debout à côté de Kael, sur la crête rocheuse. À première vue, il semble frêle comparé aux autres habitants de cette époque. Il n'a pas la fourrure épaisse d'un ours pour le protéger du froid. Il n'a pas les crocs d'un léopard pour déchirer la chair. Il n'a pas la carapace d'une tortue. Il est nu, mou, exposé. Si vous étiez un parieur extraterrestre observant la Terre à ce moment-là, vous ne misériez pas un centime sur ce bipède sans poils. Et pourtant, vous auriez tort, car sous cette apparente fragilité se cache une machine d'endurance conçue pour une seule chose: ne jamais s'arrêter. Avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà couru jusqu'à l'épuisement total, ce moment où vos poumons brûlent et vos jambes tremblent? Dites-le moi dans les commentaires. C'est important, car cette sensation de brûlure est littéralement le moteur de notre évolution. Et si vous aimez découvrir comment votre corps est devenu cette merveille, pensez à laisser un j'aime sur la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Revenons à Kael. Il commence à descendre vers la vallée. Observez sa démarche. Il ne marche pas comme un chimpanzé, en se dandinant. Il a une foulée fluide, efficace. Ses jambes sont longues, beaucoup plus longues proportionnellement que celles de ses ancêtres, australopithèques. Pourquoi? C'est de la pure physique. Des jambes longues agissent comme des pendules, permettant de couvrir plus de distance avec moins d'énergie. Mais regardez plus haut, au niveau de ses hanches. C'est là que réside le secret. Kael possède des muscles fessiers massifs, le gluteus maximus. Chez les autres primates, ce muscle est petit. Chez l'humain, c'est le plus gros muscle du corps. Pourquoi avons-nous de si grosses fesses? Ce n'est pas pour s'asseoir confortablement, c'est pour courir. Ce muscle ne s'active vraiment que lorsque vous courez, stabilisant votre tronc pour que vous ne basculiez pas vers l'avant. Kael est littéralement né pour courir. C'est une machine de locomotion perpétuelle. Alors que les autres animaux sont des sprinteurs, explosifs mais vite épuisés, Kael est un marathonien. Il peut trottiner pendant des heures, traquant une proie bien après que celle-ci ait dû s'arrêter pour reprendre son souffle. Mais l'adaptation la plus étrange, et peut-être la plus cruciale, est visible sur sa peau. Kael transpire, profondément. Alors que le soleil monte et frappe la savane avec la violence d'un marteau, la plupart des animaux cherchent l'ombre. Leur corps, recouvert de fourrure, emprisonne la chaleur. S'ils courent trop longtemps sous ce soleil, ils meurent d'hyperthermie. Leur cerveau cuit littéralement dans leur crâne. Mais Kael, il a perdu sa fourrure au profit de millions de glandes sudoripares. Il est son propre système de climatisation liquide. L'eau s'évapore de sa peau, emportant la chaleur avec elle, refroidissant son sang avant qu'il n'atteigne son cerveau fragile. C'est une superpuissance biologique qui lui permet de chasser au moment où la nature est la plus dangereuse, à midi pile. Pourtant, la véritable arme de destruction massive se trouve plus haut. Regardons son visage de plus près. Il y a 300 000 ans, les visages changeaient. Kael a un front haut et vertical, abritant un cortex préfrontal en pleine expansion. C'est le siège de la fonction exécutive,
La planification, la retenue, la prise de décision complexe. Ses ancêtres avaient un visage projeté vers l'avant, comme un museau, optimisé pour la mastication puissante. Kael, lui, a un visage orthonate, plat et rentré sous le crâne. Pourquoi ce changement? Parce que la priorité biologique a changé. La puissance de la mâchoire a été sacrifiée pour laisser de la place à la boîte crânienne. L'évolution a fait un pari risqué, échanger la force brute de la morsure contre la puissance de calcul du cerveau. Ce cerveau est un organe incroyablement coûteux. Il ne représente que 2% du poids du corps de Kael, mais il consomme 20% de son énergie totale. Imaginez une voiture qui utiliserait 20% de son essence juste pour garder la radio allumée. C'est une dépense énergétique folle. Pour nourrir ce monstre affamé, Kael ne peut pas se contenter de manger de l'herbe ou des feuilles, comme un gorille. Il lui faut des calories denses, de la viande, de la moelle osseuse, des tubercules riches en amidon. Sa biologie le pousse vers un comportement prédateur et extractif. Il doit être intelligent pour trouver cette nourriture de haute qualité. Sinon, son gros cerveau deviendra un fardeau mortel. Il y a un autre détail fascinant dans l'anatomie de Kael. Quelque chose que vous ne remarqueriez peut-être pas tout de suite. Le blanc de ses yeux. La sclère. Chez la plupart des primates, la sclère est sombre pour camoufler la direction du regard. Si vous êtes un singe en compétition avec d'autres singes, vous ne voulez pas qu'ils sachent que vous avez repéré un fruit délicieux. Mais Kael a des yeux avec un blanc éclatant autour de l'iris. Pourquoi? Parce que pour les humains, la coopération est plus importante que la dissimulation. Le blanc de l'œil permet aux autres membres de sa tribu de voir exactement où il regarde. Sans dire un mot, Kael peut signaler à son compagnon de chasse. Regarde là-bas, vers le buisson. C'est un système de communication silencieux, Wi-Fi, intégré directement dans notre visage. Cela prouve que nous avons évolué pour être des créatures profondément sociales. Notre anatomie même crie connexion. Nous sommes câblés pour partager notre attention, pour lire les intentions dans le regard de l'autre. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et c'est ce qui permet à Kael de ne pas être juste un animal intelligent, mais un membre d'une équipe. Alors que Kael s'arrête pour boire à une rivière, il voit son reflet. Il ne le sait pas, mais son corps est un compromis vivant. Son bassin est devenu plus étroit pour permettre cette course efficace. Mais cela a rendu l'accouchement incroyablement difficile et dangereux pour les femmes de son espèce. Son larynx est descendu plus bas dans sa gorge, ce qui lui permet de former une gamme complexe de sons, la parole. Mais cela signifie aussi qu'il est le seul animal capable de s'étouffer en mangeant. Chaque avantage a un coût mortel. La nature ne donne rien gratuitement. Soudain, un craquement. Kael se fige. Son corps réagit instantanément, non pas par une pensée consciente, mais par un héritage chimique vieux de millions d'années. L'adrénaline inonde son système. Ses pupilles se dilatent pour capter plus de lumière. Son sang quitte son estomac pour affluer vers ses muscles. Son cœur, cette pompe infatigable, accélère le rythme. C'est le système de lutte ou fuite. Il n'a pas besoin de décider d'avoir peur. Son corps a peur pour lui. C'est une machine de survie en pilote automatique. Il se tourne lentement. Ce n'est qu'une gazelle qui s'enfuit. L'adrénaline retombe. Mais Kael reste vigilant. Il reprend sa marche. Il est une mosaïque de traits anciens et nouveaux. Il a les mains d'un artisan, les jambes d'un voyageur, les yeux d'un communicateur et le cerveau d'un visionnaire. Il n'est pas le plus fort. Il n'est pas le plus rapide. Mais il est le plus adaptable. C'est là le véritable génie de la machine humaine. Un lion est parfait pour la savane, mais mettez-le dans l'Arctique, il meurt. Mettez Kael dans l'Arctique, il prendra la peau de l'ours, construira un igloo et survivra. Son corps n'est pas spécialisé pour un seul environnement. Il est spécialisé pour le changement. Et dans un monde où le climat oscille violemment, être le maître de l'adaptation est le seul titre qui compte. Alors que Kael disparaît derrière une colline, courant avec cette foulée fluide et économe, il emporte avec lui le destin de toute notre espèce. Ses gènes sont vos gènes. Ses poumons sont vos poumons. La prochaine fois que vous transpirez, que vous avez peur, ou que vous communiquez d'un simple regard, souvenez-vous de lui.
Vous n'êtes pas juste un observateur de l'histoire. Vous êtes le résultat final, le modèle le plus récent de cette incroyable lignée de survivants. Mais avoir le corps d'un athlète et les yeux d'un espion ne suffit pas. Pour dominer ce monde, il faut plus que de la chair et des os. Il faut une révolution qui ne se passe pas dans les muscles, mais dans l'esprit. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Comment l'humain a appris à voir l'invisible et à conquérir le temps lui-même. Kael est assis sur un rocher, surplombant la vallée alors que le soleil atteint son zénith. Il est immobile. Ses yeux sont fixés sur l'horizon, mais son regard est vide, tourné vers l'intérieur. Si un prédateur l'observait en ce moment, il verrait une proie facile, distraite, vulnérable. Mais il se tromperait lourdement, car Kael est en train de faire quelque chose qu'aucun autre animal sur Terre ne peut faire avec une telle intensité. Il ne dort pas, il ne guette pas simplement. Il voyage dans le temps. Bienvenue dans la salle des machines de la domination humaine. Bienvenue dans la révolution cognitive. Dans la partie précédente, nous avons admiré les muscles de Kael, mais le véritable titan, c'est cette masse gélatineuse de 1,3 kg protégée par son crâne. Il y a 300 000 ans, le cerveau humain a atteint sa taille moderne, mais plus important encore, son organisation interne a changé. Imaginez le cerveau comme une maison. Chez la plupart des animaux, le rez-de-chaussée, le tronc cérébral et le système limbique gèrent tout, la faim, la peur, la reproduction. C'est le mode pilote automatique. Mais chez Kael, un nouvel étage a été construit, un penthouse de luxe appelé le cortex préfrontal. C'est ici que vit le « je », c'est ici que vit le futur. Posez-vous cette question. Combien de temps passez-vous chaque jour à vous inquiéter de choses qui ne sont pas encore arrivées? Le loyer du mois prochain? Une réunion demain? La retraite dans 30 ans? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes un overthinker, un penseur excessif, félicitations. Vous fonctionnez exactement comme l'évolution l'a prévu. Pour un lion, le temps est une ligne plate. Il a faim, il chasse. Il est fatigué, il dort. Il vit dans un éternel, maintenant. Kael, lui, s'est échappé de la prison du présent. Dans son esprit, il peut se projeter 3 jours en avant. Il regarde le ciel bleu, mais il voit la pluie qui viendra peut-être demain. Il regarde la rivière asséchée, mais il visualise la crue saisonnière. Il construit des simulations complexes de la réalité sans avoir à bouger un muscle. C'est le premier simulateur de réalité virtuelle au monde, et il est biologique. Regardez Kael se lever et ramasser une pierre. Ce n'est pas n'importe quelle pierre, c'est du silex. Pour un chimpanzé, une pierre est un outil pour casser une noix. Point final. L'utilisation est immédiate. Mais Kael regarde ce bloc brut et il voit une forme qui n'existe pas encore. Il voit une pointe de lance tranchante cachée à l'intérieur de la roche. Il doit frapper la pierre sous un angle précis, avec une force précise, pour libérer cette forme. C'est ce qu'on appelle la pensée abstraite. Il impose une idée mentale sur la matière physique. Il est ingénieur avant d'être artisan. Il marche maintenant, scrutant le sol. Il voit une brindille cassée. Pour vous et moi, c'est un déchet végétal. Pour Kael, c'est de l'information codée. La brindille est cassée à une certaine hauteur. La sève est encore fraîche. Son cerveau connecte ces points instantanément. Une gazelle est passée ici. Elle est lourde. C'était il y a moins de 10 minutes. Kael ne voit pas seulement le monde tel qu'il est, il le voit tel qu'il était. Il lit le passé pour prédire le futur. C'est de la déduction, une forme de science primitive. Il est le Sherlock Holmes du Pléistocène. Mais cette intelligence a un coût terrifiant. La capacité de prévoir le futur vient avec un effet secondaire indésirable. L'anxiété. Kael est le premier animal à comprendre le concept de sa propre mort. Une gazelle a peur quand le lion charge, mais une fois le danger passé, elle retourne brouter paisiblement. Kael, lui, peut avoir peur d'un lion qui n'est même pas là, simplement en imaginant qu'il pourrait être là ce soir. Il porte le fardeau de l'invisible. Cette anxiété chronique n'est pas une maladie, c'est un mécanisme de survie. Ceux qui s'inquiétèrent le plus sont ceux qui ont survécu pour devenir nos ancêtres. Nous sommes les descendants des paranoïaques. Soudain, Kael s'arrête.
Il a trouvé un nid d'abeilles sauvages dans le creux d'un baobab. Le miel est la substance la plus dense en énergie de la nature. Son cerveau reptilien, la partie ancienne, hurle « Mange tout! Maintenant! Goinfre-toi avant qu'un autre ne le prenne !» C'est l'instinct pur. Mais Kael fait quelque chose d'extraordinaire. Il prend le miel, mais il ne le mange pas. Il l'enveloppe dans de grandes feuilles. Pourquoi? C'est le contrôle de l'impulsion. Son cortex préfrontal vient de dire non à ses instincts primaires. Il choisit de souffrir de la faim maintenant pour ramener ce trésor à la tribu. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il comprend le concept d'investissement social. S'il partage aujourd'hui, les autres partageront avec lui demain quand il reviendra bredouille. Il comprend le commerce, la dette et la gratitude. Cette capacité à refuser une gratification immédiate pour un gain futur est le fondement de toute civilisation. C'est la raison pour laquelle nous avons des villes, des économies et des retraites. Tout commence ici, avec un homme qui décide de ne pas manger tout le miel. Kael reprend sa marche vers le campement. Il ne transporte pas seulement de la nourriture et des outils. Il transporte des mondes entiers dans sa tête. Il se demande pourquoi le soleil se lève. Il se demande où vont les esprits des morts. Il commence à créer des fictions pour expliquer les vides de sa connaissance. L'esprit humain est une arme à double tranchant. Il nous a permis de dominer la chaîne alimentaire, de transformer des pierres en fusées et de conquérir la planète. Mais il nous a aussi condamnés à vivre avec la peur de l'avenir et le regret du passé. Kael arrive au sommet de la colline. Il voit la fumée de son camp. Il a survécu à la chaleur. Il a survécu aux prédateurs. Mais sa plus grande bataille se déroule entre ses deux oreilles. Il est le penseur solitaire dans un univers silencieux. Et ses pensées sont sur le point de devenir plus fortes que le rugissement des lions. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette pensée abstraite s'est transformée en action physique. Nous allons découvrir la technologie de l'âge de pierre, non pas comme des outils primitifs, mais comme la première révolution industrielle de l'humanité. Préparez-vous, car Kael est sur le point d'inventer le futur. Le son est hypnotique, presque musical. Clac. Une pause, une respiration. Clac. C'est le rythme de la survie, la bande originale de l'aube de l'humanité. Nous retrouvons Kael assis en tailleur à l'ombre d'un acacia, le front perlé de sueur, totalement absorbé par une tâche qui semble banale, mais qui est en réalité de l'ingénierie de haute précision. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les hommes des cavernes. Oubliez l'image caricaturale d'une brute épaisse, frappant deux pierres, l'une contre l'autre, au hasard, en espérant que quelque chose de coupant en sorte. Ce que Kael fait ici, c'est de la chirurgie géologique. C'est la première révolution industrielle, et elle tient dans la paume de sa main. Avant d'analyser son génie, j'ai une question pour les bricoleurs parmi vous. Avez-vous déjà essayé de fabriquer quelque chose de vos propres mains, un meuble, une réparation, et réalisé à quel point c'était difficile quand on n'a pas les bons outils? Dites-moi en commentaire quel était le projet manuel dont vous êtes le plus fier. Et si vous aimez cette plongée dans le passé technologique, n'oubliez pas de vous abonner, car nous allons bientôt voir comment ces outils ont été utilisés pour verser le premier sang. Regardez la pierre que Kael tient dans sa main gauche. C'est un noyau de silex, un nucléus. Pour un œil non averti, c'est juste un caillou. Mais Kael voit la structure cristalline à l'intérieur. Il pratique ce que les archéologues appelleront un jour la technique Levallois. C'est un saut quantique cognitif par rapport à ses ancêtres. Au lieu de tailler la pierre pour obtenir un outil, il prépare la pierre comme une scène, façonnant méticuleusement une surface convexe, bombée, comme une carapace de tortue. Il frappe doucement, préparant les bords, calculant les angles. C'est un jeu d'échecs en 3D. Chaque coup doit être planifié. Une erreur, un angle de frappe dévié de quelques millimètres, et le noyau se brise de la mauvaise façon, ruinant des heures de travail et gaspillant une ressource précieuse. Kael s'arrête. Il tourne le noyau dans la lumière. Il cherche la plateforme de frappe. Il prend son perciteur, une pierre plus dure, respire profondément et frappe un coup sec, décisif. Crac! Un éclat parfait se détache. Il est fin, triangulaire, et ses bords sont plus tranchants qu'un bistouri de chirurgien moderne.
Sérieusement, l'obsidienne et le silex peuvent avoir un tranchant à l'échelle moléculaire, bien plus fin que l'acier chirurgical. Kael ne vient pas de créer un déchet. Il a libéré l'outil qui était prisonnier de la pierre. Il vient de fabriquer une lame. Mais une lame seule ne suffit pas. Tenir un rasoir à la main quand on attaque un animal de 200 kilos est un excellent moyen de se couper les doigts ou de se faire piétiner. C'est ici que la véritable innovation entre en jeu. Kael ne s'arrête pas à la pierre. Il regarde un morceau de bois droit, durci au feu. Il regarde sa lame et il décide de fusionner les deux. C'est le concept de l'outil composite, ou hafting, l'emmanchement. C'est l'idée révolutionnaire que deux matériaux valent mieux qu'un. Mais comment faire tenir une pierre lisse sur un bâton qui va subir des chocs violents? La réponse est la chimie. Kael a collecté de la gomme d'acacia, une sève collante, et l'a mélangée avec de l'ocre rouge en poudre, et peut-être un peu de cire d'abeille. Il chauffe ce mélange près du feu, surveillant la température. Trop chaud, ça brûle et devient cassant. Pas assez chaud, ça ne colle pas. C'est de la science des matériaux, avant l'heure. Il applique cette colle préhistorique sur le bois, insère la pierre et enroule le tout avec des tendons d'animaux séchés. En séchant, le tendon se rétracte, serrant la pierre avec une force incroyable. Le résultat n'est plus une pierre, ni un bâton. C'est une lance. C'est une extension de son corps. Réfléchissez à ce que cela signifie. Jusqu'à présent, la limite de la létalité de Kael était la longueur de son bras. Pour tuer, il devait être à portée de griffe. Maintenant, avec cette lance, il peut tuer à 2 mètres. Ou s'il la lance, à 10 ou 20 mètres. Il a créé une zone de mort autour de lui. Il a transformé sa biologie limitée par la technologie. C'est le début du transhumanisme. Nous ne sommes pas l'espèce la plus forte, mais nous sommes l'espèce qui sait tricher. Nous externalisons nos griffes, nos dents et notre force dans des objets que nous pouvons remplacer. Kael soupèse sa lance. L'équilibre est parfait. Il passe son pouce sur le tranchant de la pierre. Une goutte de sang perle instantanément, rouge vif sur la pierre grise. Il sourit. Ce n'est pas un sourire de cruauté, mais de confiance. Ce soir, la tribu mangera de la viande. Non pas parce qu'ils ont eu de la chance, mais parce qu'ils ont eu de l'ingéniosité. Cependant, cette technologie apporte une nouvelle dépendance. Kael est désormais inutile sans ses outils. Un lion reste un lion même nu, mais un humain sans sa lance redevient une proie facile. Nous avons vendu notre indépendance biologique contre la puissance technologique. C'est un pacte que nous signons encore aujourd'hui chaque fois que nous paniquons parce que nous avons perdu notre téléphone. Nous sommes devenus des cyborgs il y a 300 000 ans, le jour où Kael a collé cette pierre sur ce bois. Le soleil commence à décliner, projetant des ombres longues sur la terre rouge. Kael se lève, sa lance à la main. Il rejoint les autres hommes. Ils ne se parlent pas, ils n'en ont pas besoin. Ils savent ce qui vient ensuite. Ils ont les corps pour courir, les cerveaux pour planifier, et maintenant, ils ont les armes pour exécuter. La machine humaine est complète, assemblée et armée. La prochaine étape n'est pas la fabrication, c'est l'action. C'est le test ultime de toutes ces innovations, la chasse à l'épuisement. Et croyez-moi, ce qui va se passer dans la prochaine partie va vous couper le souffle, littéralement. C'est maintenant que la véritable épreuve commence. Le soleil n'est plus un astre bienveillant qui réchauffe le matin. C'est un tyran impitoyable, suspendu au sommet du ciel. Il est midi. La savane est silencieuse, écrasée sous une chaleur qui fait trembler l'horizon. C'est l'heure morte. Les lions dorment à l'ombre des buissons, le ventre soulevé par une respiration lourde. Les léopards sont perchés haut dans les arbres. Tout ce qui veut rester en vie se cache. Tout, sauf vous. Pour Kael et son petit groupe de chasseurs, ce soleil brûlant n'est pas un ennemi, c'est leur arme secrète. Vous sortez de l'ombre, vos pieds nus frappant la terre brûlante. Vous avez repéré votre cible, un grand koudou mâle, une antilope majestueuse, aux cornes en spirale, pesant près de 300 kilos. Il vous voit. Ses muscles se tendent, et en une explosion de poussière, il décolle. Il est rapide, incroyablement rapide. En quelques secondes, il a mis une distance de 2 terrains de football entre vous et lui. N'importe quel autre prédateur abandonnerait instantanément. À quoi bon?
Vous ne pourrez jamais le rattraper. Mais vous ne sprintez pas. Vous commencez à trottiner. Un rythme lent, régulier, hypnotique. Tape, tape, tape. C'est le bruit de la mort qui approche lentement. Avant que la traque ne devienne intense, j'ai une question pour les sportifs parmi vous. Avez-vous déjà ressenti ce moment précis où votre corps dit « stop », mais votre esprit dit « encore » ? Ce point de rupture mentale ? Dites-moi en commentaire quel est votre exploit physique le plus dur. Un marathon ? Une randonnée extrême ? Parce que ce que Kael est en train de faire ferait passer un marathonien olympique pour un amateur du dimanche. Le Koudou s'arrête à l'ombre d'un acacia, 1 kilomètre plus loin. Il pense qu'il est en sécurité. Il a besoin de halter. C'est la biologie des herbivores. Pour refroidir leur sang, ils doivent s'arrêter, ouvrir la bouche et respirer rapidement. Ils ne peuvent pas transpirer comme nous. Ils ont une fourrure qui garde la chaleur. Mais à peine a-t-il commencé à calmer son cœur qu'il voit votre silhouette apparaître à travers la brume de chaleur. Vous êtes là, toujours là. La panique s'empare de l'animal. Il repart au galop. Il court vite, très vite. Vous ne changez pas de rythme. Vous suivez ses traces dans la poussière. Vous lisez son histoire. Ici, il a trébuché. Là, il commence à traîner la patte. Vous n'avez pas besoin d'être plus rapide que lui. Vous avez juste besoin d'être plus endurant que lui. C'est une chasse à l'épuisement, ou ce que les scientifiques appellent la chasse à la persistance. C'est un jeu cruel de thermodynamique. 1 heure passe, puis 2. La chaleur est insupportable, atteignant peut-être 40 degrés à l'ombre. Mais il n'y a pas d'ombre pour vous. Votre corps est une machine à évacuer la chaleur. La sueur ruisselle sur votre peau nue, s'évapore et refroidit votre sang avant qu'il n'atteigne votre cerveau. Vous buvez votre propre réserve d'eau corporelle. Mais le Koudou, lui, est en train de cuire de l'intérieur. Sa température corporelle monte dangereusement. 41 degrés, 42 degrés. Ses enzymes commencent à se dégrader. Son cerveau commence à bouillir. Imaginez la terreur de cet animal. Il est la créature la plus rapide de la plaine. Et pourtant, il ne peut pas échapper à ce bipède lent et implacable. C'est comme être poursuivi par un zombie dans un film d'horreur. Il ne court jamais, mais il ne s'arrête jamais. Vous êtes le Terminator de la préhistoire. 3e heure. La distance entre vous et la proie diminue. Le Koudou ne court plus droit. Il zigzague. Sa tête est basse. Sa langue pend, recouverte d'une écume blanche. Il a le mal des ardents, l'hyperthermie. Il ne court plus pour fuir. Il court pour ne pas mourir, mais courir le tue. C'est un paradoxe mortel que vous avez orchestré. Finalement, ça arrive. L'animal s'effondre. Pas parce qu'il est blessé. Vous ne l'avez même pas encore touché. Il s'effondre parce que son système a disjoncté. Il est en état de choc thermique. Il est là, couché dans l'herbe jaune. Ses grands yeux noirs roulant dans leurs orbites. Sa poitrine se soulevant violemment. Il est impuissant. Kael s'arrête à quelques mètres. Il ne se précipite pas. Il respire fort, ses mains sur ses genoux, son corps luisant de sueur et de poussière. Il y a un moment de connexion étrange et profonde. Vous ne ressentez pas de haine pour cette bête. Vous ressentez un respect immense. Vous avez partagé une intimité brutale à travers ces kilomètres de souffrance commune. Vous savez que sa vie va nourrir votre famille, que sa mort va permettre à vos enfants de grandir. Kael s'approche doucement. Il lève sa lance, celle qu'il a fabriquée avec tant de soin hier. Il n'y a pas de gloire dans ce geste, seulement une nécessité absolue. Il vise le cœur, là où la mort sera la plus rapide. Un coup précis. L'animal tressaille une dernière fois, puis s'apaise. Le silence retombe sur la savane, lourd et définitif. C'est fait. Vous n'avez pas gagné grâce à vos muscles. Vous avez gagné parce que vous avez compris les règles invisibles de la nature. La chaleur, l'endurance, la physique, et vous les avez tournées contre le roi de la vitesse. Vous avez transformé le soleil en votre allié. Mais la chasse n'est que la moitié de l'histoire. Une bête de 300 kilos morte à 10 kilomètres du camp ne sert à rien si vous ne pouvez pas la ramener ou la protéger.
Et pendant que Kaël et les chasseurs célèbrent cette victoire silencieuse, une autre partie de la tribu mène une bataille tout aussi cruciale, mais beaucoup plus discrète. Une bataille qui ne se joue pas avec des lances, mais avec des connaissances. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les véritables héros de la survie, ceux qui remplissent les estomacs quand la chasse échoue, les cueilleurs. Pendant que Kaël et les hommes sont engagés dans leur danse mortelle, avec le koudou à des kilomètres de là, une autre scène se joue près du campement. Elle est moins cinématique, moins sanglante, mais ne vous y trompez pas. C'est ici que se joue la véritable sécurité alimentaire de la tribu. Oubliez le mythe populaire de l'homme préhistorique qui ne mange que des steaks de mammouth, matin, midi et soir. Si la chasse est un coup de poker à haut risque, on gagne gros ou on rentre bredouille, la cueillette est le compte épargne stable qui empêche la faillite biologique. Imaginez Elara, une femme du groupe. Elle marche, courbée vers le sol, un bâton à la main. Ce n'est pas une lance, c'est un bâton à fouir, une branche durcie au feu avec une pointe biseautée. C'est peut-être l'outil le plus sous-estimé de l'histoire humaine. Avec cet instrument simple, elle a accès à un monde souterrain d'énergie que les autres animaux ne peuvent pas atteindre. Avant de voir ce qu'elle déterre, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà cueilli des champignons ou des fruits sauvages? Avez-vous ressenti cette petite hésitation? Est-ce que ça va me nourrir ou me tuer? Dites-moi dans les commentaires si vous seriez capable de survivre une semaine en mangeant uniquement ce que vous trouvez dans la forêt près de chez vous. Soyez honnête. Elara s'arrête devant une plante qui semble insignifiante. Quelques feuilles flétries qui dépassent à peine de la terre sèche. Pour un œil non averti, c'est une mauvaise herbe. Pour Elara, c'est le dîner. Elle enfonce son bâton dans le sol dur, faisant levier avec tout le poids de son corps. La terre craque. Après 10 minutes d'effort intense, car la cueillette est un travail physique brutal, elle extrait un tubercule gros comme un ballon de football. C'est une igname sauvage. C'est moche, terreux et fibreux. Mais c'est une bombe calorique. C'est de l'amidon pur. C'est le carburant qui permet à son cerveau de fonctionner quand la viande manque. Mais la cueillette n'est pas seulement une question de force, c'est une question de mémoire. Elara est une encyclopédie botanique vivante. Elle connaît des centaines d'espèces de plantes. Elle sait que cette baie rouge est sucrée, mais que cette baie rouge, presque identique, arrêtera votre cœur en 3 minutes. Elle sait qu'il faut creuser ici en saison sèche, mais là-bas, après la pluie. C'est de la science de données. Elle cartographie le paysage mentalement, notant les ressources saisonnières dans une base de données biologiques qui se transmet de génération en génération. Et qui transmet ces données? Regardez la vieille femme à côté d'elle. Ses cheveux sont gris, sa peau est comme du parchemin froissé par le soleil. Elle marche plus lentement. Dans le règne animal, une créature qui ne peut plus se reproduire meurt généralement peu de temps après. La nature est impitoyable. Si vous ne faites pas de bébé, vous êtes inutile. Mais les humains sont l'exception bizarre. Nous avons des grands-mères. C'est ce que les scientifiques appellent l'hypothèse de la grand-mère. Cette femme âgée est la raison pour laquelle Elara peut se concentrer sur la nourriture. La grand-mère porte le dernier-né d'Elara sur sa hanche. Elle libère les parents productifs pour qu'ils puissent travailler. Mais surtout, elle est la bibliothèque de la tribu. Elle se souvient de la grande sécheresse d'il y a 40 ans. Elle se souvient quelles racines ont permis de survivre quand tout le reste était mort. Si Kaël est le bras armé de la tribu, cette vieille femme en est le disque dur de sauvegarde. Perdre un aîné, c'est comme voir une bibliothèque brûler. Soudain, un cri d'alerte. Un serpent mamba vert glisse entre les herbes, à quelques centimètres du pied d'un enfant. La réaction est instantanée. La vieille femme attrape l'enfant. Elara frappe le sol avec son bâton pour effrayer le reptile. Le danger est partout. La cueillette est une roulette russe botanique et zoologique. Le soir approche. Le groupe de cueilleurs retourne au campement. Leur peau de bête remplie de tubercules, de noix, d'œufs d'autruche et de larves riches en gras. C'est un buffet diversifié. C'est le véritable régime paléo. Opportuniste, varié
et flexible. Au loin, des silhouettes apparaissent. Kael et les chasseurs reviennent. Ils sont épuisés, couverts de sang séché, mais ils ne reviennent pas les mains vides. Ils portent les morceaux du koudou. La tribu pousse des cris de joie. Ce soir, il y aura une fusion des deux mondes. La viande riche en protéines des chasseurs va rencontrer les glucides énergétiques des cueilleurs. C'est cette combinaison qui fait de nous des conquérants écologiques. Nous ne dépendons pas d'une seule source. Si le koudou s'échappe, nous mangeons des ignames. Si les ignames pourrissent, nous chassons. Les feux sont allumés. L'odeur de la viande rôtie commence à remplir l'air, se mélangeant à l'odeur terreuse des tubercules qui cuisent sous la cendre. C'est un moment de triomphe. Mais alors que la tribu se rassemble, une ombre plane sur cette fête. Ils ne sont pas seuls sur cette terre. Jusqu'à présent, nous avons parlé de lions et de serpents. Mais le prédateur le plus dangereux pour un humain, c'est un autre humain. Ou pire, quelque chose qui ressemble à un humain, mais qui ne l'est pas tout à fait. Dans la prochaine partie, nous allons explorer la réalité terrifiante de la cohabitation. Nous allons rencontrer les autres, ceux qui nous ressemblent, mais qui sont nos rivaux pour la domination de la planète. Préparez-vous à la première guerre de territoire de l'histoire. La nuit est tombée sur le campement, mais le véritable danger ne se cache pas dans l'obscurité. Il se cache dans la ressemblance. Jusqu'à présent, nous avons imaginé Kael et sa tribu comme les seuls acteurs sur cette immense scène africaine. C'est une erreur. C'est l'un des plus grands malentendus de notre histoire. Aujourd'hui, Homo sapiens est la seule espèce humaine sur Terre. Nous sommes seuls. Mais il y a 300 000 ans, la Terre ressemblait davantage à la Terre du milieu de Tolkien. C'était une planète partagée. Nous cohabitions avec d'autres types d'humains, des cousins éloignés, des ébauches d'évolution qui marchaient, chassaient et pensaient différemment. Imaginez ceci. Le lendemain de la grande chasse, Kael patrouille à la lisière de leur territoire. Il arrive près d'un point d'eau, une zone contestée. Le sol est boueux. Et là, il se fige. Il voit des empreintes. Avant que Kael ne lève les yeux, j'ai une question pour vous qui va vous donner des frissons. Connaissez-vous la vallée de l'étrange ? Ce sentiment de malaise profond quand vous voyez un robot ou une poupée qui ressemble presque à un humain, mais pas tout à fait. Ce sentiment de répulsion instinctive ? Certains scientifiques pensent que cette peur est un héritage génétique de cette époque précise. Dites-moi en commentaire si les mannequins ou les robots humanoïdes vous mettent mal à l'aise. Cette peur pourrait être la mémoire ancestrale de Kael qui se réveille en vous. Kael regarde les empreintes. Elles sont humaines, mais il y a quelque chose qui cloche. Le pied est plus large, les orteils sont légèrement courbés, le talon est enfoncé plus profondément. Ce n'est pas la trace d'un membre de sa tribu. Ce n'est pas non plus la trace d'un étranger de son espèce. C'est la trace d'un autre. Un bruit de branches cassées. Kael lève la tête. De l'autre côté de la rive, à 50 mètres, ils sont là. 3 individus. Ils se tiennent debout sur 2 jambes. Ils ont des lances. Ils ont des peaux de bêtes sur les épaules. Mais quand le soleil frappe leur visage, l'illusion d'humanité se fissure. Ils n'ont pas le front haut de Kael. Leurs têtes sont basses et allongées vers l'arrière. Leurs arcades sourcilières forment une barre osseuse, continue au-dessus de leurs yeux, leur donnant un regard perpétuellement intense et sombre. Ils n'ont pas de menton, leur mâchoire fuit vers le cou. Ils sont plus petits, mais beaucoup plus robustes, bâtis comme des lutteurs olympiques, des blocs de muscles compacts conçus pour la force brute plutôt que pour l'endurance. Ce pourraient être des Homo heidelbergensis, ou peut-être une population tardive de Homo naledi, ou même des ancêtres des Néandertaliens. Pour Kael, les noms scientifiques n'existent pas. Il n'y a que le choc viscéral de voir un reflet déformé de lui-même. C'est un moment de tension absolue. Pas un mot n'est échangé. Les 2 groupes se dévisagent, par-dessus l'eau. C'est la première guerre froide. Pourquoi cette tension ? Parce qu'ils occupent la même niche écologique.
Un lion ne se soucie pas d'un aigle, car ils ne mangent pas la même chose. Mais ces autres, ils veulent les mêmes tubercules qu'est la rat des terres. Ils veulent les mêmes coups douces que Kael chasse. Ils veulent la même grotte sécurisée. En écologie, il y a une loi impitoyable, le principe d'exclusion compétitive. Deux espèces ne peuvent pas occuper exactement la même niche, dans le même environnement indéfiniment. L'une finira par surpasser l'autre. L'une s'éteindra, l'autre héritera de la terre. L'un des autres frappe sa poitrine et pousse un cri guttural, un avertissement sonore qui résonne dans la cage thoracique de Kael. Kael ne recule pas. Il lève sa lance, celle avec la pointe composite sophistiquée. C'est ici que la différence se joue. Les autres sont forts, incroyablement forts. Au corps à corps, il briserait Kael en deux. Mais Kael a la technologie. Il a une lance qui vole plus loin. Il a une coordination sociale plus fluide. Il a un cerveau qui peut improviser des tactiques complexes. Le groupe adverse hésite. Ils sentent quelque chose chez ces humains au front haut. Une imprévisibilité dangereuse. Après une éternité de silence, les autres reculent lentement, disparaissant dans les broussailles, comme des fantômes. L'affrontement physique a été évité, pour aujourd'hui. Mais Kael rentre au camp avec une nouvelle anxiété. Le monde n'est pas seulement dangereux à cause des bêtes, il est dangereux à cause de la concurrence. Cette rencontre soulève une question sombre qui hante les paléoanthropologues. Qu'est-il arrivé à tous ces autres humains? Il y a 300 000 ans, il y avait au moins 5 ou 6 espèces d'humains sur Terre. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une. Nous. Avons-nous commis le premier génocide? Les avons-nous chassés jusqu'à l'extinction en volant leurs ressources? Ou bien, les avons-nous aimés? La génétique moderne nous donne une réponse troublante et fascinante. Nous avons fait les deux. Nous avons combattu, mais nous nous sommes aussi mélangés. Si vous êtes d'origine européenne ou asiatique, vous avez de l'ADN de Néandertal en vous. Si vous êtes d'Océanie, vous avez de l'ADN de Denisova. Kael ne le sait pas, mais un jour, peut-être, sa lignée croisera celle de ses autres, d'une manière beaucoup plus intime. Mais pour l'instant, c'est la survie du plus apte. Kael sait qu'il doit protéger son territoire. Il sait qu'il doit innover pour garder une longueur d'avance. Et pour ce faire, il va avoir besoin de l'arme ultime. Une arme qui n'est pas faite de pierre ou de bois, mais d'énergie pure. Une arme qui transforme la nuit en jour et la nourriture toxique en festin. Alors que le soleil se couche et que les autres rôdent peut-être dans l'obscurité, Kael se tourne vers le centre du camp. Il se tourne vers la magie rouge qui danse et qui mord. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir la domestication du feu, le moment précis où l'humanité a volé le pouvoir des dieux pour devenir invincible. La nuit est tombée sur la savane, et avec elle, un changement fondamental s'opère dans l'équilibre des pouvoirs. Jusqu'à présent, nous avons vu Kael dominer la journée grâce à sa transpiration et son endurance. Mais la nuit, Kael n'est rien. Il est aveugle, frileux et terriblement lent. Pour un lion ou une hyène, la nuit est un buffet ouvert et l'humain est au menu. Sans la technologie que nous allons découvrir maintenant, notre espèce n'aurait probablement jamais survécu à ces nuits interminables de terreur. Imaginez l'obscurité totale. Pas celle de votre chambre, quand vous éteignez la lumière, où la lueur des lampadaires filtre à travers les rideaux. Non, imaginez une obscurité épaisse, lourde, solide, où vous ne pouvez même pas voir votre propre main devant votre visage. C'est l'univers par défaut de la préhistoire, une fois le soleil couché. Avant que Kael n'allume l'étincelle, j'ai une question personnelle pour vous. Avez-vous encore, secrètement, peur du noir? Est-ce que vous ressentez ce petit frisson atavique quand vous devez descendre à la cave ou marcher dans une forêt la nuit? Dites-le moi en commentaire. Ne soyez pas gênés. Cette peur est littéralement gravée dans votre ADN. C'est la voix de vos ancêtres qui vous crie. Reste près de la lumière. Kael s'agenouille au centre du camp. Il tient 2 morceaux de bois. L'un est dur, l'autre est tendre. Ce qu'il s'apprête à faire est l'acte de magie le plus puissant jamais réalisé sur Terre.
Il commence à frotter le bâton dur contre la base tendre, en le faisant tourner rapidement entre ses paumes. C'est un effort physique intense. Ses muscles se tendent, la sueur coule. Il ne fait pas ça par hasard. Il comprend la physique de la friction. Il transforme l'énergie cinétique de ses bras en énergie thermique. Une odeur de bois brûlé monte. Une fine fumée s'élève, invisible dans la nuit. Kael ne s'arrête pas. Il accélère. Et soudain, le miracle. Une petite braise rougeoyante, pas plus grosse qu'un grain de riz, naît dans la sciure de bois. Avec la délicatesse d'un orfèvre, il transfère cette braise dans un nid d'herbes sèches et souffle doucement. La fumée s'épaissit et ouche. Une flamme jaune jaillit. En un instant, le monde change. Les ténèbres reculent. Un cercle de lumière chaude se crée autour de Kael. Les yeux des prédateurs qui rôdaient à la limite du camp se reflètent dans la lumière, puis se détournent. Le feu est la seule chose dans la nature que tous les animaux fuient. En le maîtrisant, Kael a construit un mur invisible. Il a créé le premier système de sécurité domestique. Mais la protection n'est que la première fonction du feu. La véritable révolution se passe quelques minutes plus tard, quand Kael prend un morceau de viande crue du koudou et le jette sur les flammes. Écoutez le grésillement. Sentez l'arôme de la graisse qui fond. Ce n'est pas de la gastronomie, c'est de l'externalisation biologique. Voici la science, et elle est fascinante. Manger de la viande crue est incroyablement difficile. C'est dur, caoutchouteux et plein de pathogènes. Votre corps doit dépenser une énergie folle juste pour la digérer. Un chimpanzé passe 6 heures par jour à mâcher. Kael n'a pas 6 heures. En cuisant la viande, le feu commence le processus de digestion avant as, même que la nourriture n'entre dans sa bouche. La chaleur dénature les protéines, brise les fibres et tue les parasites. C'est ce que le primatologue Richard Wrangham appelle l'hypothèse de la cuisson. Le feu est devenu notre estomac externe. Parce que nous cuisons, notre système digestif a pu rétrécir. Nous avons de petits intestins comparés aux autres grands singes. Et devinez où est partie toute cette économie d'énergie? Vers le cerveau. Vous ne pouvez pas avoir un gros cerveau et un gros intestin. L'énergie est limitée. Le feu a permis à nos entrailles de rétrécir et à nos cerveaux d'exploser en taille. Nous sommes littéralement les enfants du feu. Regardez autour du foyer. La tribu s'est rassemblée. C'est ici que la culture naît. Le feu prolonge la journée. Au lieu de dormir dès que le soleil se couche, les humains restent éveillés. Ils se regardent, la lumière vacillante du feu illumine les visages, permettant de lire les émotions, renforçant l'empathie. C'est le premier théâtre, la première école, le premier parlement. C'est autour de ce feu que les liens se tissent. Kael partage la viande cuite avec la vieille femme qui ne peut plus mâcher le cru. Le feu permet aux aînés de survivre plus longtemps et donc de transmettre plus de savoir. C'est un cercle vertueux technologique et social. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond. Regardez Kael fixer les flammes. Il est hypnotisé. Le feu est vivant. Il danse. Il respire. Il mange le bois. Pour un esprit capable de pensée abstraite, le feu ressemble à un esprit. C'est peut-être ici, en regardant les braises monter vers les étoiles, que l'homme a commencé à se poser des questions qui dépassent que la survie. Le feu a donné à l'humanité la chaleur, la sécurité et l'énergie pour construire des cerveaux de génie. Mais maintenant que le ventre est plein et que les monstres sont tenus à distance par la lumière, l'esprit de Kael est libre de vagabonder. Il ne se contente plus de survivre. Il commence à ressentir le besoin de laisser une trace, de dire « j'étais là ». Dans la prochaine partie, nous allons assister à la naissance de l'âme humaine. Kael va ramasser une pierre rouge, l'ocre, et faire quelque chose de totalement inutile pour sa survie physique, mais essentiel pour sa survie spirituelle. Préparez-vous à l'aube de l'art et du langage. Le ventre est plein. La chaleur du feu repousse le froid de la nuit. Les lions sont loin. Pour n'importe quel autre animal sur Terre, c'est le moment de s'éteindre, de dormir, de conserver l'énergie pour la lutte de demain.
Mais Kael ne dort pas. Il est agité par une faim nouvelle, une faim que la viande de Koudou ne peut pas rassasier. C'est ici, sous la lumière vacillante des flammes, que l'histoire de l'humanité prend un tournant étrange. Nous cessons d'être simplement des animaux intelligents pour devenir quelque chose d'autre. Nous devenons des créatures symboliques. Regardez ce que Kael tient dans sa main. Ce n'est pas une lance, ce n'est pas un outil. C'est un morceau de roche tendre, rouge sang, de l'ocre. Avant de voir ce qu'il va en faire, posez-vous cette question. Pourquoi portez-vous des bijoux? Pourquoi avez-vous des tatouages? Ou pourquoi choisissez-vous un t-shirt d'une certaine couleur plutôt qu'une autre? D'un point de vue biologique, c'est une perte de temps et d'argent. Ça ne vous aide pas à courir plus vite, ni à digérer mieux. Mais vous le faites quand même. Pourquoi? Dites-moi en commentaire quel est l'objet inutile auquel vous tenez le plus. Votre réponse est la clé de ce chapitre. Kael commence à frotter la pierre rouge contre une autre roche plate. Il la réduit en une poudre fine. Il mélange cette poudre avec un peu de graisse animale qu'il a conservée. Il a créé la première peinture, la première technologie qui ne sert pas à tuer ou à manger, mais à signifier. Il trempe ses doigts dans la pâte rouge et trace 2 lignes parallèles sur son front. Puis, il marque sa lance. Pourquoi? Parce que le rouge n'est pas une couleur neutre. C'est la couleur du sang, de la vie, de la fertilité et de la mort. En se peignant, Kael change son statut. Il ne se contente plus d'être Kael. Il devient un membre initié du clan de l'ocre. Il envoie un signal visuel aux autres. Je suis l'un des vôtres. Nous sommes unis. C'est la naissance de l'identité de groupe, du patriotisme, de la mode et de la religion. Tout commence avec cette boue rouge, sur un front noir. Mais l'art n'est que la partie visible de l'iceberg. La vraie magie se passe dans l'air, entre les bouches et les oreilles de la tribu assise autour du feu. Écoutez. Ce ne sont plus les cris d'alerte simples du matin. Ce sont des sons complexes, modulés, rythmés. Kael est en train de parler. Le langage est l'arme secrète ultime. Les abeilles peuvent te dire « il y a du nectar là-bas ». Les singes peuvent te dire « attention, aigle ». Mais Kael peut dire quelque chose d'impossible. Il peut parler de ce qui n'existe pas. Il raconte la chasse d'aujourd'hui, mimant la fuite du Koudou, faisant rire les autres. Mais il va plus loin. Il parle de demain. Il parle de la rivière, qui est derrière la montagne que personne n'a encore vue. Il parle de l'esprit de l'antilope morte. C'est la révolution cognitive dans toute sa splendeur. La capacité de créer et de partager des fictions. Si Kael peut convaincre la tribu qu'un esprit protecteur habite dans sa lance, alors la tribu se battra avec plus de courage. Si nous pouvons croire à des histoires communes, nous pouvons coopérer non plus à 10 ou 20, mais à 100, 1000 ou des millions. Les nations, l'argent, les droits de l'homme, les entreprises. Ce sont toutes des histoires que nous avons décidé de croire ensemble. Et cette capacité à tisser la réalité avec des mots commence ce soir-là, autour de ce feu. Regardez les visages autour de lui. Ils écoutent, captivés. Leur cerveau se synchronise avec celui du compteur. L'information sociale, qui couche avec qui a volé du miel, qui est digne de confiance, commence à circuler. C'est la naissance du commérage. Et ne riez pas, le commérage est vital. C'est le ciment social qui permet de savoir à qui on peut faire confiance, sans avoir à tester chaque personne individuellement. C'est comme ça que les groupes humains ont pu grandir sans s'entretuer. Kael finit de marquer sa lance. Il la lève vers la lumière. Ce n'est plus juste un morceau de bois et de pierre. C'est ça. Lance. Il y a mis son empreinte. Il a projeté son esprit dans la matière. Pour la première fois sur Terre, une créature ne subit pas seulement le monde. Elle l'interprète. Elle lui donne du sens. La nuit avance. Les étoiles tournent lentement au-dessus d'eux, indifférentes. Mais Kael les regarde différemment maintenant. Il ne voit pas juste des points lumineux. Il commence à voir des motifs, des formes, peut-être des ancêtres qu'il regarde. L'univers physique était le même, mais l'univers mental de l'homme vient de s'étendre à l'infini. Cependant, toute cette culture, toute cette intelligence, toute cette beauté naissante est incroyablement fragile.
Kaël et sa tribu se sentent puissants ce soir, le ventre plein et l'esprit exalté. Mais ils ignorent qu'ils sont en sursis. L'histoire de notre espèce n'est pas une ligne droite vers le succès. C'est un chemin semé de goulots d'étranglement terrifiants. Dans la dernière partie de notre voyage, nous allons faire un saut dans le temps. Nous allons voir comment cette petite étincelle d'humanité a failli s'éteindre à jamais. Nous allons découvrir pourquoi vous, moi et tous les êtres humains sur Terre sommes des survivants d'une catastrophe qui a réduit notre population à quelques milliers d'âmes. Préparez-vous pour le grand final. Préparez-vous à découvrir comment nous sommes passés du bord de l'extinction à la conquête des étoiles. Le feu s'éteint doucement. Les braises, autrefois d'un rouge vif et conquérant, se transforment en cendres grises et froides. Kaël s'est endormi, sa lance à portée de main, entouré de sa tribu. Pour lui, l'histoire s'arrête ici, dans le repos d'une nuit réussie. Mais pour nous, les observateurs du futur, nous savons quelque chose de terrifiant que Kaël ignore. Nous savons que cette paix est une illusion. Nous savons que l'histoire de notre espèce n'est pas une ascension triomphale et ininterrompue vers la gloire. C'est une histoire de survie sur le fil du rasoir. Imaginez ceci. Vous regardez une ligne graphique représentant la population humaine. Elle monte doucement, et puis, soudain, elle s'effondre. Elle chute verticalement vers le zéro. C'est ce que les scientifiques appellent un goulot d'étranglement génétique. Il y a environ 74 000 ans, bien après la mort de Kaël, quelque chose de catastrophique s'est produit. Peut-être était-ce l'éruption du supervolcan Toba en Indonésie, qui a craché tellement de cendres dans l'atmosphère que le soleil a été voilé pendant des années, plongeant la Terre dans un hiver volcanique impitoyable. Peut-être était-ce une sécheresse méga colossale qui a transformé l'Afrique en un désert de poussière. Quelle que soit la cause, le résultat a été apocalyptique. La population humaine mondiale s'est effondrée. De centaines de milliers, nous sommes passés à peut-être quelques milliers d'individus. Certains généticiens estiment même qu'à un moment donné, il ne restait que 1 000 à 10 000 couples reproducteurs sur toute la planète. Pensez-y un instant. Aujourd'hui, il y a plus de gens dans un seul petit stade de football ou dans un grand centre commercial un samedi après-midi que d'humains sur toute la Terre à ce moment-là. Toute notre espèce, tout notre avenir, tenait dans l'équivalent d'un petit village. Nous étions une espèce en voie de disparition, inscrite sur la liste rouge de la nature, vacillant au bord du gouffre de l'oubli éternel. C'est ici que se joue le grand filtre. Pourquoi sommes-nous encore là? Pourquoi ne sommes-nous pas devenus des fossiles oubliés comme les dinosaures ou les mammouths? La réponse ne réside pas dans notre force physique. Pendant cet hiver sans fin, les forts sont morts de faim parce qu'ils avaient besoin de trop de calories. Les solitaires sont morts de froid. Ceux qui ont survécu, ceux qui ont porté la flamme à travers les ténèbres, étaient ceux qui avaient hérité des leçons de Kaël. Ils ont survécu grâce à la technologie sociale. Imaginez ces derniers survivants, blottis dans des grottes sur la côte sud de l'Afrique, là où l'océan offrait encore quelques coquillages, quand la terre était stérile. Ils ne se sont pas contentés de manger. Ils ont partagé. Ils ont utilisé ce langage complexe pour dire « Il y a des coquillages là-bas, allons-y ensemble ». Ils ont utilisé leur mémoire collective, les grands-mères, pour se souvenir des techniques de survie des temps anciens. Ils ont utilisé l'ocre et les rituels pour garder l'espoir, pour croire que le soleil reviendrait. Ils ont transformé leur réseau social en filet de sécurité. La coopération n'était plus une option. C'était la seule bouée de sauvetage. C'est de ce petit groupe de survivants traumatisés mais ingénieux que nous descendons tous. C'est un fait scientifique qui me donne le vertige à chaque fois que j'y pense. Vous, moi, un fermier en Chine, un banquier à New York, un chasseur en Amazonie. Nous sommes tous incroyablement proches génétiquement. En fait, il y a plus de diversité génétique dans une seule troupe de chimpanzés dans une forêt d'Afrique de l'Ouest que dans toute la population humaine actuelle de 8 milliards d'individus. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les enfants de ces quelques survivants.
Nous sommes tous cousins. Nous sommes la famille qui a refusé de mourir. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la survie. Une fois le climat stabilisé, une fois le goulot d'étranglement passé, quelque chose a changé dans l'esprit humain. Une nouvelle audace. Il y a environ 60 000 ans, une vague d'humains a quitté l'Afrique. Ce n'était pas la première fois que des hominidés sortaient. Mais cette fois, c'était différent. Ils ne se sont pas arrêtés au Moyen-Orient. Ils ont marché. Ils ont traversé des déserts, franchi des montagnes de glace, construit des radeaux pour traverser des océans invisibles vers l'Australie. Ils ont rencontré les autres, les Néandertaliens en Europe, les Denisoviens en Asie. Et cette fois, l'issue a été définitive. En quelques milliers d'années, les autres ont disparu. Peut-être par la guerre, peut-être par la concurrence, peut-être par l'assimilation. Nous sommes restés seuls, les derniers humains debout. Regardez autour de vous maintenant. Regardez la pièce où vous êtes. Regardez l'écran sur lequel vous lisez ceci. Tout cela, l'électricité, Internet, le plastique, le verre, l'acier. Tout cela est le résultat direct de cette étincelle allumée il y a 300 000 ans. Kael a taillé une pierre. Nous taillons des microprocesseurs en silicium. Kael a maîtrisé le feu de bois. Nous avons maîtrisé le feu nucléaire. Kael a regardé les étoiles en se demandant ce qu'elles étaient. Nous avons envoyé des sondes pour les toucher. La différence n'est qu'une question d'échelle. Le logiciel mental est le même. Nous sommes toujours ces chasseurs-cueilleurs anxieux, sociaux et incroyablement inventifs, essayant de donner un sens à un univers vaste et indifférent. Mais il y a une dernière leçon à tirer de la vie de Kael. Une leçon pour vous, personnellement. La vie de Kael était dure. Elle était remplie de douleurs, de peur, de faim et de perte. Pourtant, il ne s'est pas couché pour mourir. Il s'est levé chaque matin. Il a taillé une nouvelle lance. Il a cherché de l'eau. Il a protégé les siens. Il a persévéré face à des obstacles qui nous sembleraient insurmontables. Vous portez cette résilience en vous. Elle est encodée dans chaque cellule de votre corps. Les gènes qui vous construisent sont les gènes des survivants ultimes. Vous descendez d'une lignée ininterrompue de 300 000 ans de personnes qui ont survécu à des éruptions volcaniques, des âges de glace, des pestes, des guerres et des famines. Aucune de vos ancêtres n'est mort avant de transmettre la vie. C'est une chaîne de succès ininterrompue qui remonte jusqu'à cette grotte au Maroc, jusqu'à ce premier lever de soleil. Alors, quand vous vous sentez dépassé par le monde moderne, quand vous vous sentez seul, anxieux ou fatigué, souvenez-vous de Kael. Souvenez-vous du coureur de fond sous le soleil de midi. Souvenez-vous de l'artisan qui voit le futur dans une pierre. Souvenez-vous du conteur au coin du feu. Vous n'êtes pas un accident. Vous êtes le point culminant, le chef-d'œuvre improbable de millions d'années d'efforts. Vous êtes le rêve de Kael réalisé. Nous avons commencé ce voyage dans l'obscurité d'une grotte, avec rien d'autre que des pierres et de l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes devenus une force géologique capable de changer le climat, de modifier la vie elle-même et de quitter notre planète berceau. La question n'est plus comment survivre, comme c'était le cas pour Kael. La question pour nous, ses héritiers, est maintenant, qu'allons-nous faire de ce pouvoir? Kael nous a donné le feu, il nous a donné la parole, il nous a donné le monde. À nous maintenant de ne pas laisser la flamme s'éteindre. C'est la fin de notre voyage à travers le temps, mais c'est le début de votre propre chapitre dans cette grande histoire humaine. Si cette épopée vous a touché, si elle vous a fait voir votre propre humanité sous un jour nouveau, s'il vous plaît, partagez-la. Laissez un commentaire pour dire quel chapitre vous a le plus marqué. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Rejoignez notre tribu numérique. Continuons à explorer, à apprendre et à nous émerveiller ensemble. Car après tout, c'est ce que les humains font de mieux depuis 300 000 ans. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez jamais, vous êtes une légende vivante. À la prochaine.